Bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une, nouveau rebondissement en Pologne. Le gouvernement maintient sa réforme de la justice. C'est ce qu'a annoncé la première ministre, malgré le veto opposé par le président Duda. Israël retire les détecteurs de métaux installés aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des mesures de sécurité responsables d'affrontements meurtriers ces derniers jours entre Israéliens et Palestiniens. Les autorités musulmanes maintiennent malgré tout le boycott du site religieux. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction d'Avignon à la rencontre d'artistes africains. Ils sont mis à l'honneur par cette 71e édition, mais pas assez représentés selon certains dans le théâtre de parole. Beata Szydło ne compte pas céder aux pressions de la rue et de l'étranger. C'est ce qu'elle a annoncé à la télévision polonaise. La première ministre de Pologne prévoit donc de maintenir la réforme du système judiciaire, allant ainsi contre la volonté du président Duda, qui oppose lui son veto. Le point avec Anaïs Renevier. Le bras de fer est officiellement engagé entre le chef de l'État polonais et son gouvernement. Quelques heures après l'annonce surprise du président Duda d'opposer son veto aux lois controversées sur la justice, la première ministre Beata Szydło prend la parole. Le gouvernement veut maintenir coûte que coûte sa réforme judiciaire. Le veto du président a ralenti le travail sur la réforme. En plus, il a été perçu comme un encouragement par ceux qui se battent pour maintenir un système injuste. Nous sommes ouverts au dialogue et à la coopération, mais nous n'abandonnerons pas les actions nécessaires à une réforme profonde de la justice. La réponse du président Duda ne se fait pas attendre. Lundi soir, il s'est exprimé à la télévision pour expliquer les raisons de son double veto. Après avoir soutenu la réforme, il s'oppose désormais à 2 textes qui donneraient un rôle accru au ministre de la Justice et au Parlement dans le processus de nomination des juges. Le parti au pouvoir aurait alors la main mise sur une grande partie du système judiciaire. La réforme de la justice est nécessaire, tant sur la forme, sur la procédure que sur l'éthique. Les modifications proposées par le Parlement vont dans ce sens, mais je ne pouvais pas les accepter en tant que président. J'ai utilisé mon droit de veto, car elles doivent être retravaillées pour être conformes à la Constitution et pour garantir l'indépendance de la justice. Pour que ces lois soient adoptées sous leur forme actuelle, il faudrait une majorité de 3/5 au Parlement, majorité dont le Parti conservateur au pouvoir Droit Justice ne dispose pas. L'opposition polonaise n'entend pas pour autant arrêter son combat pour l'indépendance de la justice et dans la rue, la mobilisation ne faiblit pas. Israël n'utilisera plus de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Leur installation avait été suivie de violences meurtrières entre Palestiniens et Israéliens. Pas suffisant pour les autorités musulmanes qui maintiennent le boycott du site. Maëva Damois. Leur utilisation n'aura duré qu'à peine 10 jours. Les portiques controversés de l'esplanade des mosquées sont finalement retirés, quelques minutes après une annonce d'Israël par communiqué. Leur prière aura finalement été entendue. Unis dans l'indignation depuis le 16 juillet, ces Palestiniens avaient déserté la mosquée d'Al-Aqsa pour protester contre ces détecteurs sous lesquels ils refusaient de passer. Ils y voyaient une potentielle violation du statu quo qui régit depuis les années 60 la gestion de l'esplanade des mosquées. En parallèle du Conseil de sécurité de l'ONU, quelques heures plus tôt, l'ambassadeur palestinien avait balayé l'espoir d'une prochaine sortie de crise. Vous la voyez, comme nous, cette occupation impitoyable. Elle se manifeste en impliquant la violation du droit international à l'échelle des crimes de guerre. Qu'ils ne s'attendent pas à ce que les Palestiniens soient des anges et restent sans réagir. Depuis vendredi, des heurts quotidiens avaient coûté la mort de 5 Palestiniens à Jérusalem-Est et 3 Israéliens en Cisjordanie occupée. Des violences qui avaient pris une dimension régionale dimanche avec l'attaque de l'ambassade d'Israël en Jordanie. Jusqu'à cette dernière annonce, Israël avait fermement défendu ces mesures de sécurité. Que ce soit au Vatican ou à la Mecque, vous devez passer des détecteurs, être fouillés. Pas ici. Malheureusement, les terroristes en ont profité. Un discours finalement édulcoré à quelques heures de la visite programmée de John Greenblatt, représentant spécial du président Trump pour les négociations internationales. Dans son communiqué, le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou précise toutefois que si les détecteurs ne seront plus utilisés, les inspections perdureront par d'autres moyens, sans plus autre précision.
Emmanuel Macron aux commandes pour tenter de sortir la Libye du chaos. Le président français reçoit ce mardi après-midi, près de Paris, les frères ennemis libyens, le politique Fayez al-Sarraj, chef du fragile gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, et le militaire Khalifa Haftar qui conteste, lui, sa légitimité. Le chef de l'État français espère leur faire signer un engagement de sortie de crise. Aux États-Unis, Jared Kushner confirme avoir rencontré des Russes pendant la campagne, mais il se défend de toute connivence avec le Kremlin. Le gendre et très proche conseiller de Donald Trump a été le premier membre du cercle rapproché du président américain à s'expliquer sur ses liens avec la Russie devant le Congrès. Raphaël Bouvier-Auclair. Dans une rare apparition médiatique, Jared Kushner a nié toute collusion avec la Russie pendant la campagne électorale américaine. Let me be very clear. I did not collude with Russia, nor do I know of anyone else in the campaign who did so. Un message que le gendre de Donald Trump tenait à livrer après sa comparution à huis clos devant un comité du Sénat. Aucune collusion donc, mais dans un document écrit, Jared Kushner confirme avoir eu 4 rencontres avec des Russes pendant la campagne présidentielle et pendant la période de transition. Jared Kushner s'est entretenu à 2 reprises avec l'ambassadeur russe à Washington. Il a aussi eu un entretien avec un homme d'affaires proche du Kremlin. Puis il y a eu cette fameuse rencontre avec une avocate russe à la Trump Tower en juin 2016, une rencontre à laquelle a aussi participé le fils aîné du président. Au Congrès, manifestants attendaient Jared Kushner, drapeau russe en main, l'accusant d'avoir comploté avec Moscou. Or, le principal intéressé affirme que ces rencontres avec des Russes n'ont donné lieu qu'à des conversations générales. Rien qui n'ait pu contribuer à la victoire de Donald Trump. Selon lui, penser autrement ridiculise les électeurs qui ont appuyé le candidat républicain. Suggesting otherwise ridicules those who voted for him. Une vision que partage Donald Trump. Sur Twitter, le président s'est demandé pourquoi donc les commissions et les enquêteurs, sans oublier notre pauvre procureur général des États-Unis, ne fouillent-ils pas les crimes de Hillary et ses relations avec la Russie? Une deuxième critique en 2 semaines contre le procureur général Jeff Sessions. Son insatisfaction de la gestion du dossier russe pousse Donald Trump à s'en prendre à l'un de ses plus fidèles alliés. Au Kenya, le suspense est resté intact jusqu'à la dernière minute. C'est finalement en soliste que le candidat opposant Raila Odinga a participé ce lundi à un débat télévisé. Le président sortant kényan, Uhuru Kenyatta, a lui boudé l'échange, laissant ainsi le champ libre à son rival. Le vote se déroulera le 8 août. Plusieurs sondages prédisent un scrutin extrêmement serré. Un nouveau billet a fait son entrée à Madagascar. Un billet de 20 000 arias, soit l'équivalent d'environ 6 €. Une mesure pour s'adapter à la réalité économique et sociale du pays, mais une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Reportage de Voulan Razafi Manansou avec Simon Rodier. Dans la capitale, les premiers commentaires sont d'ordre esthétique. Il est très beau, regardez. On voit de la vanille, du litchi, du cacao. La faune et la flore de Madagascar sur un seul bout de papier. Celui-ci pèse 20 000 arias, 2 fois plus que l'ancien plus gros billet de banque du pays. Cette grosse coupure est arrivée avec d'autres lundi dernier, une émission de nouveaux billets par la Banque centrale, mesure incomprise déjà par de nombreux malgaches. Pourquoi sortir un tel billet de 20 000 arias, ce qui représente l'équivalent de 3 jours de travail pour l'immense majorité de la population? Alors même s'il se fait rare, le billet fait déjà débat sur les marchés de Tananarive. Je viens d'acheter des légumes pour 1000 arias. Avec un billet de 20 000 arias, ce serait trop pour le vendeur et ça prendrait du temps d'aller chercher de la monnaie. Et moi, je devrais attendre. Moi, je vais pas prendre ce billet, c'est trop galère pour nous, les contrôleurs et les chauffeurs, de rendre la monnaie. L'utilisation quotidienne leur paraît compliquée. Et pour les économistes, les effets pernicieux de cette grosse coupure ne s'arrêtent pas là. En fait, quand les gens ils ont entre leurs mains le billet de 20 000 arias et qu'ils montrent qu'ils vont acheter quelque chose avec 20 000 arias, le vendeur aura l'impression que celui qui est en face est quelqu'un de riche. Donc cela veut dire qu'il peut augmenter les prix puisqu'il y a assez d'argent pour acheter. Ça va entraîner donc une inflation à court terme et à moyen terme. La Banque centrale, elle, estime qu'elle limitera, contrôlera l'émission de ces billets pour empêcher l'inflation, justement. Mais créer de la monnaie, échanger, c'est un des objectifs de la Banque centrale, car cela veut dire entrer dans une banque et peut-être en profiter pour ouvrir un compte, car aujourd'hui, seuls 5% des Malgaches disposent d'un compte en banque.
On part pour Avignon où se tient en ce moment le célèbre festival, grand rendez-vous du spectacle vivant. Cette année a été programmé un focus sur l'Afrique, mais les pièces sélectionnées ont déclenché une polémique. Principale critique, l'absence d'un théâtre de parole et trop de danse et de musique. Estelle Martin. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si le flow pour tous n'est pas pareil. C'est pas de ma faute si tu flippes ta race et que tu te retrouves ici à apprécier mon style, man. C'est dans ce jardin que les auteurs africains ont donné de la voix. Un cycle de lecture proposé dans le cadre du festival. Aujourd'hui, c'est le texte de la franco-béninoise Laetitia Adjanoun. Nettoie tes mots, vieux frère. Les inutiles, les légers, les vendus, les criards qui me martèlent l'enclume. Nettoie tes mots. Pour cette proche collaboratrice de Dieudonné Nyanguna, le théâtre africain n'est pas assez représenté. Il fallait donc lancer la polémique. C'est quelque chose de politique, un langage. Et donc pour le moment, on essaye de l'étouffer, mais ça va jaillir. C'est pas possible autrement. The Congo is the future. Pour qui, vieux frère? Le français est enrichi de tous ces Français qui viennent d'un peu partout et que c'est hyper important aussi de l'entendre ici. Et je pense que ça pourra déplacer et la littérature française et le théâtre français et les arts français d'aussi avoir écho de ce qui se passe ailleurs et qui se dit dans la même langue. Pour les découvrir, ces auteurs africains, il faut donc aller dans le off. Jazz de l'ivoirien Kofi Kwaoulé fait salle comble à la chapelle du Verbe incarné, l'histoire d'une femme violée. Pour parler de moi, mais Kofi, c'est quelqu'un que d'ailleurs beaucoup de jeunes metteurs en scène aiment à explorer son écriture. Parce qu'il met en jeu aussi des intrigues qui sont assez inattendues. Il y a aussi cette chose-là qui est présente dans son écriture, c'est que les victimes et les bourreaux s'inversent souvent ou ne se placent pas aux endroits attendus. il l'a giflé, l'a fait asseoir de force sur la cuvette et lui a vociféré. Maintenant, pisse! Pisse! On enfonce le couteau pour extraire la sève purificatoire. On a des personnages qui ont à la fois énormément de violence en eux et en même temps une espèce de fragilité, de fêlure qui peut nous les rendre attendrissants. Cette schizophrénie du personnage, elle existe dans le texte de Kofi Kwaoulé, tout comme la musique. Le dramaturge ivoirien se définit comme un jazzman de l'écriture. Le metteur en scène Alexandre Zeff l'a prise au mot avec cette création musicale, jouée avec intensité par Ludmila Dabo et le Mr Band qui l'accompagne. Et on termine avec la déception des Ivoiriens au Jeux de la francophonie qui se déroule à Abidjan. Arthur Cissé Ngué, pourtant favori du 100 mètres, n'est arrivé que deuxième à cause d'un mauvais départ. Il laisse ainsi le Seychellois Dylan Sikobo s'imposer en 10 secondes 33. Chez les femmes, victoire de la Congolaise Natacha Ngoye Akamabi avec un chrono de 11 secondes 56, devant la Camerounaise Marie-Gisèle Elem Assé et la Suissesse Samantha Dagri. Et c'est la fin de ce journal. Toujours plus d'informations sur notre site information.tv5monde.com. À plus tard. Passer des détecteurs, être fouillés. Pas ici. Malheureusement, les terroristes en ont profité. Un discours finalement édulcoré à quelques heures de la visite programmée de John Greenblatt, représentant spécial du président Trump pour les négociations internationales. Dans son communiqué, le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou précise toutefois que si les détecteurs ne seront plus utilisés, les inspections perdureront par d'autres moyens, sans plus autre précision. Emmanuel Macron aux commandes pour tenter de sortir la Libye du chaos. Le président français reçoit ce mardi après-midi, près de Paris, les frères ennemis libyens, le politique Fayez al-Sarraj, chef du fragile gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, et le militaire Khalifa Haftar qui conteste, lui, sa légitimité. Le chef de l'État français espère leur faire signer un engagement de sortie de crise. Aux États-Unis, Jared Kushner confirme avoir rencontré des Russes pendant la campagne, mais il se défend de toute connivence avec le Kremlin. Le gendre est très proche conseiller de Donald Trump, a été...
Bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une, nouveau rebondissement en Pologne. Le gouvernement maintient sa réforme de la justice. C'est ce qu'a annoncé la première ministre, malgré le veto opposé par le président Duda. Israël retire les détecteurs de métaux installés aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des mesures de sécurité responsables d'affrontements meurtriers ces derniers jours entre Israéliens et Palestiniens. Les autorités musulmanes maintiennent malgré tout le boycott du site religieux. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction d'Avignon à la rencontre d'artistes africains. Ils sont mis à l'honneur par cette 71e édition, mais pas assez représentés selon certains dans le théâtre de parole. Beata Szydło ne compte pas céder aux pressions de la rue et de l'étranger. C'est ce qu'elle a annoncé à la télévision polonaise. La première ministre de Pologne prévoit donc de maintenir la réforme du système judiciaire, allant ainsi contre la volonté du président Duda, qui oppose lui son veto. Le point avec Anaïs Renevier. Le bras de fer est officiellement engagé entre le chef de l'État polonais et son gouvernement. Quelques heures après l'annonce surprise du président Duda d'opposer son veto aux lois controversées sur la justice, la première ministre Beata Szydło prend la parole. Le gouvernement veut maintenir coûte que coûte sa réforme judiciaire. Le veto du président a ralenti le travail sur la réforme. En plus, il a été perçu comme un encouragement par ceux qui se battent pour maintenir un système injuste. Nous sommes ouverts au dialogue et à la coopération, mais nous n'abandonnerons pas les actions nécessaires à une réforme profonde de la justice. La réponse du président Duda ne se fait pas attendre. Lundi soir, il s'est exprimé à la télévision pour expliquer les raisons de son double veto. Après avoir soutenu la réforme, il s'oppose désormais à 2 textes qui donneraient un rôle accru au ministre de la Justice et au Parlement dans le processus de nomination des juges. Le parti au pouvoir aurait alors la main mise sur une grande partie du système judiciaire. La réforme de la justice est nécessaire, tant sur la forme, sur la procédure que sur l'éthique. Les modifications proposées par le Parlement vont dans ce sens, mais je ne pouvais pas les accepter en tant que président. J'ai utilisé mon droit de veto, car elles doivent être retravaillées pour être conformes à la Constitution et pour garantir l'indépendance de la justice. Pour que ces lois soient adoptées sous leur forme actuelle, il faudrait une majorité de 3/5 au Parlement, majorité dont le parti conservateur au pouvoir Droit et Justice ne dispose pas. L'opposition polonaise n'entend pas pour autant arrêter son combat pour l'indépendance de la justice et dans la rue, la mobilisation ne faiblit pas. Israël n'utilisera plus de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Leur installation avait été suivie de violences meurtrières entre Palestiniens et Israéliens. Pas suffisant pour les autorités musulmanes qui maintiennent le boycott du site. Maëva Damois. Leur utilisation n'aura duré qu'à peine 10 jours. Les portiques controversés de l'esplanade des mosquées sont finalement retirés, quelques minutes après une annonce d'Israël par communiqué. Leur prière aura finalement été entendue. Unis dans l'indignation depuis le 16 juillet, ces Palestiniens avaient déserté la mosquée d'Al-Aqsa pour protester contre ces détecteurs sous lesquels ils refusaient de passer. Ils y voyaient une potentielle violation du statu quo qui régit depuis les années 60 la gestion de l'esplanade des mosquées. En parallèle du Conseil de sécurité de l'ONU, quelques heures plus tôt, l'ambassadeur palestinien avait balayé l'espoir d'une prochaine sortie de crise. Vous la voyez, comme nous, cette occupation impitoyable. Elle se manifeste en impliquant la violation du droit international à l'échelle des crimes de guerre. Qu'ils ne s'attendent pas à ce que les Palestiniens soient des anges et restent sans réagir. Depuis vendredi, des heurts quotidiens avaient coûté la mort de 5 Palestiniens à Jérusalem-Est et 3 Israéliens en Cisjordanie occupée. Des violences qui avaient pris une dimension régionale dimanche avec l'attaque de l'ambassade d'Israël en Jordanie. Jusqu'à cette dernière annonce, Israël avait fermement défendu ces mesures de sécurité. Que ce soit au Vatican ou à la Mecque, vous devez